Donc un grand merci, Georges Vigarello, d'avoir accepté de participer à cette nouvelle initiative d'ICHE. Tu es l'auteur d'un très grand nombre de travaux, notamment sur l'histoire du corps. Et ce livre, Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique, publié en 1978, qui a vraiment beaucoup marqué les historiens de l'éducation. Alors j'aimerais bien t'entendre parler de la genèse de l'écriture du corps redressé et nous donner, avec le recul, ton sentiment sur la manière dont ce livre a pu produire de nouvelles théories sur le corps ou développer de nouvelles méthodes dans le champ de l'éducation. Et puis enfin, je serais intéressée que tu nous expliques plus précisément comment la longue durée que tu pratiques dans ce livre intervient dans ta manière d'aborder la question du corps dans l'éducation. Alors, quelle était la genèse du corps redressé? C'est toujours difficile, évidemment, de donner un avis sur la manière dont naissent les réflexions sur un objet, mais il y avait quand même deux idées qui dominaient. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'aujourd'hui, je les suivrai encore sous cette forme-là. Il y avait deux idées qui dominaient. La première, c'était la suivante: la norme de la tenue n'est pas toujours la même selon les époques. La façon de porter en quelque sorte sa contenance, son allure. Apparemment, ça semble complètement fixe. Le droit, c'est le droit. Mais en même temps, ce droit, il peut quand même bouger, être différent. Ça m'avait frappé et j'avais l'intention d'essayer de creuser ce type de problème, d'autant que ce qui change aussi, c'est la manière d'atteindre la rectitude. Comment on s'y prend, comment on enseigne. Ça, c'était un premier plan. À la fois la norme et la manière de l'atteindre. Et puis, il y avait une deuxième idée qui était la suivante. Au fond, la pédagogie sur le corps traduit quelque chose qui est de l'ordre d'un pouvoir exercé, une sorte de contrainte, dans la mesure où le corps, c'est le premier objet que l'on peut toucher finalement d'une personne. Et je ne cache pas que, bien sûr, dans ces années 75, 16, 17, le livre est sorti en 18, mais la thèse a été soutenue en 17. Je ne cache pas que dans ces périodes-là, l'influence de Foucault était extrêmement forte. Surveiller et punir était sorti en 75, 76. J'avais lu avec attention, avec passion. Et Les corps dociles, par exemple, c'est un chapitre qui m'avait totalement marqué. Et sans doute, ce type de réflexion a-t-il joué un rôle dans la manière dont j'ai conçu mon propre travail. Une fois que je dis cela, je crois qu'il y avait trois autres repères qui, au bout du compte, me semble-t-il, se révèlent être plus importants que les deux premiers dont je viens de parler. Le premier repère, c'est celui selon lequel, ça j'y tenais beaucoup, c'est celui selon lequel la représentation du corps, c'est-à-dire la façon dont on imagine son fonctionnement, sa systématisation interne en quelque sorte, ou sa mise en acte, cette représentation du corps, à mes yeux, elle changeait. Voilà, ça, je vais y revenir, mais je crois que c'est un repère important. Par exemple, l'enfant, au XVIe siècle, il est considéré comme un lieu humide. Et donc l'humidité s'entraîne des idées de pratique que l'on n'aurait pas si le milieu s'avérait être différent. Premier point. Il y a un deuxième point qui est toujours cette idée de l'exercice du pouvoir, mais l'exercice du pouvoir changeant selon les époques. C'est-à-dire la façon de demander et de faire passer la contrainte n'est pas du tout une manière qui est en quelque sorte intemporelle, mais c'est une manière qui change vraiment très fortement. C'est la deuxième idée. La troisième idée, c'était pourquoi? C'est-à-dire que finalement, on recherche un redressement, mais à quel effet? Est-ce que c'est purement pour obtenir un corps qui soit représentatif, qui ait une certaine élégance, qui ait une certaine aspect hiératique, ou est-ce que c'est aussi pour le rendre efficace, pour lui donner plus d'opérationnalité? Voilà. Donc, et là également, cette troisième idée change. Me semble-t-il, ce troisième repère, il change avec le temps. Alors si je les reprends maintenant, je laisse de côté la norme du redressement qui peut bouger, je laisse de côté l'exercice du pouvoir. Si je reprends les trois thèmes dont je viens de parler, ce qui est très frappant, c'est que la représentation du corps, elle change, comme je le disais, très fortement dans le temps, mais à travers l'exemple de la rectitude, elle est fabuleusement parlante. Alors je m'explique. Lorsqu'on s'intéresse à la fois la représentation de la rectitude et les actes qui conduisent à cette réalisation, on voit que, par exemple, Moyen-Âge et XVIe siècle sont fabuleusement originaux par rapport à nous. Fabuleusement originaux. Puisque l'idée qui est première, l'idée qui est privilégiée, c'est celle selon laquelle l'enfant est au cœur d'une humilité globale.
C'est évidemment lié à la représentation des humeurs. Les humeurs qui sont les liquides véritablement les plus importants du corps et qui commandent en quelque sorte les qualités du corps. Ça, on a oublié. La tradition part du principe que ce sont les liquides qui commandent les qualités du corps. Bon. Mais cette tradition nous dit aussi que l'enfant est celui qui est le plus envahi par l'humidité, que l'âge, au contraire, est un processus de dessèchement, et que le vieillard, vous voyez, c'est très intuitif comme image, et que le vieillard est celui qui est au bout, en quelque sorte, du dessèchement, la mort étant évidemment encore plus le témoin d'un dessèchement définitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il est considéré comme une sorte de masse malléable, comme une sorte de glaise que l'on peut arriver à manipuler. Et vous avez, dans les textes, c'est étonnant pour nous, mais c'était évident pour les textes du temps, vous avez dans les textes eux-mêmes des phrases qui vous disent lorsque l'enfant naît, vous le prenez, vous le lavez, mais en même temps, vous agissez sur lui pour qu'il y ait une rectitude obtenue. Chez les filles, par exemple, ça intéresse en particulier les féministes. Chez les filles, eh bien, il faut accentuer la courbure lombaire, il faut accentuer la courbure qui se trouve au niveau du cou, parce que c'est ce qui donne de l'élégance, alors que chez le garçon, il faut étirer les épaules, etc. Voilà. Mais ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est que on suppose que le corps répond à la manipulation qui va le changer. Et je pense à un texte également d'Ambroise Paré qui dit, au fond, l'enfant, c'est comme une sorte de branche verte. Et comme c'est une branche verte, si vous agissez sur elle en lui donnant une certaine inclinaison, eh bien, vous arrivez à fixer cette inclinaison de façon définitive. Voilà. Ça a été mon point de démarrage en termes de repères. Mais au XVIIe siècle, un peu plus tard, évidemment, on commence à donner plus d'importance aux os, plus d'importance aux structures. Reste que ces structures et ces os, on continue de les penser en imaginant qu'on peut les commander. Et alors, la commande, en l'occurrence, au XVIIe, elle se fait moins à partir de la main et elle se fait plus à partir de la machine, le corset. C'est une immense invention. Le corset qui est porté par les femmes, un corset rigide, hein, qui est assez classique dans la tradition. Le corset existe au Moyen-Âge, mais ce n'est pas du tout un corset rigide. C'est un corset fait de tissus relativement forts, mais pas du tout de tissus qui sont rigidifiés par des baleines, par exemple, ou par du fer. Donc c'est ce qu'invente le XVIIe. Et il le fait porter aux femmes, susceptibles d'être faibles, et il le fait surtout porter aux enfants, avec la création d'un véritable métier qui s'appelle tailleur de corps, c'est-à-dire corset de femmes et d'enfants. Et donc ce corset est porté à partir des années, je ne sais pas, fin 16e, surtout 17e, est porté par les enfants. Il y a des exemples majeurs montrant ce genre de pratique. Il y a des images aussi qui le montrent. Je pense aux images de Callot qui représentent l'école. Par exemple, dans l'image de Callot qui représente l'école, si vous regardez avec attention, vous voyez que sous la petite veste, le petit surcot, il y a l'apparition d'un corset rigide et qui montre que l'enfant, de ce point de vue, est tenu, en quelque sorte. Bon. Et puis ça renvoie à une représentation du corps qui est déjà un petit peu différente, qui suppose le fait, au fond, de faire place à du matériau rigide. Quelle est la troisième représentation? Corps-machine, si vous voulez, hein, au moment du XVIIe. Quelle est la troisième représentation? Dans une certaine mesure, c'est toujours un repère plus ou moins qui répond à la machine, mais c'est une machine complètement différente. C'est une machine nerveuse, c'est une machine où ce qui est important, c'est le courant, où ce qui est important, c'est l'impulsion, où ce qui est important, c'est la stimulation. Et à ce moment-là, c'est pas le corset qui peut donner la stimulation. Et lorsqu'on lit Rousseau avec cet angle-là, lorsqu'on lit par exemple le premier livre de l'Émile, en 1762, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rousseau dit le corset, ça sert à rien, en plus c'est dangereux. Parce que non seulement ça empêche de bouger, mais en plus ça peut être très douloureux. Or, ce qui compte, stimulation, c'est de bouger. Donc Rousseau va inventer une pratique que je trouve moi assez remarquable, qui consiste à démultiplier la possibilité de mouvement. Mais il n'a pas encore une vision totalement orchestrée, rigide, en termes d'exercice, délimité, analytique. Il a une vision très globale. Il faut courir, il faut bouger. Et c'est comme ça qu'il envisage le rapport à la nature. C'est-à-dire, au fond, dépensez-vous avec tous les mouvements qui sont à votre disposition dans des espaces qui sont naturels. Mais c'est complètement nouveau par rapport à ce que pouvaient dire les auteurs du XVIIe. En quoi c'est nouveau? Parce qu'on est passé d'un corps qui est redressé à un corps qui se redresse.
Et on a à ce moment-là des auteurs, je pense en particulier à un auteur assez remarquable qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle André de Beauregard, qui a le premier publié une orthopédie, Orthos Paidos, l'enfant droit. Quand je pense à André de Beauregard, c'est le premier à dire, c'est une phrase extraordinaire à mes yeux, tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire tout vient de la façon dont vous stimulez l'intérieur, pour arriver à donner de nouveaux angles aux muscles, aux membres et aux postures. Et c'est une invention fabuleuse, qui est à la fois parallèle à celle de Rousseau, mais qui en même temps introduit des termes nouveaux, introduit aussi des exercices nouveaux. Par exemple, il faut porter des échelles, il faut porter des sauts, parce que ça renverse, ça inverse, ça permet de compenser, etc. Et en même temps, il y a une théorisation qui est extrêmement forte et qui est « tout vient de l'intérieur ». Donc cette idée « tout vient de l'intérieur », elle me paraît beaucoup plus importante qu'on ne le croit. Parce que je pense que c'est une façon, même si Rousseau, de ce point de vue, est assez contradictoire, mais je pense que c'est une façon de s'intéresser à l'autonomie des personnes. Alors au bout du compte, je dis toujours, et c'est un peu facile comme rapprochement, au bout du compte, il y aurait le citoyen à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire finalement quelqu'un qui devrait décider de lui-même et être autonome. Bon, il y a le citoyen, un contrat social, etc., pour reprendre Rousseau. Mais c'est sans doute plus compliqué. C'est pas aussi simple de dire à partir de cette idée sur laquelle tout vient de l'intérieur, à partir de là, c'est pas simple de dire on aboutit au citoyen à la fin du XVIIIe. Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Bon. Donc ça, c'est une rupture, à mon avis, absolument majeure. C'est presque, dans une certaine mesure, l'invention de la modernité, pour ne pas dire la contemporanéité. Il y a d'autres étapes après, et qui sont les suivantes. Alors elles ont été très bien analysées, en particulier par Foucault. Quelles sont les autres étapes? C'est que l'exercice, il va progressivement s'organiser, se discipliner, il va progressivement devenir plus analytique, il va progressivement être pensé comme susceptible de décomposition. Quand, par exemple, les auteurs, je pense à André de Beauregard, dit « tout vient de l'intérieur », bon, très bien, mais si on est exigeant, on va se poser la question suivante. Telle déformation à tel niveau du corps entraîne la nécessité de mobiliser tel muscle et pas tel autre. Donc nous ne sommes plus dans une vision d'un mouvement global et dispersé, nous sommes cette fois dans la vision d'un mouvement analytique et précis. Et ça, il me semble que ça n'avait pas été suffisamment montré jusque-là, je ne veux pas dire que j'avais inventé des choses, etc., mais ça me paraît être vraiment l'objet d'une invention au début du 19e, par les gymnastes suisses, français, même encore jusqu'à la Finlande, anglais. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui, au fond, converge pour un type d'exercice. Je pense à Clias, je pense à Amoros, je pense à bien d'autres, pour proposer un type d'exercice précis, susceptible de donner des mouvements décomposés, par exemple, mouvement de bras, mouvement de jambes, mouvement du tronc, susceptibles ensuite d'être recomposés. Et les auteurs ont des phrases très intéressantes, parce qu'ils disent, non, le mouvement, ça peut correspondre aux lettres de l'alphabet. Et l'alphabet, lui, il se décompose et se recompose. Et le mouvement, c'est pareil, il se décompose et se recompose. Donc l'immense invention au début du 19e, en fait, Pestalozzi avait déjà pensé un petit peu à ça à la fin du 18e. Mais Pestalozzi, c'est pas aussi net, même si quand même il y a l'intérêt porté à des mouvements limités, minuscules. Il y a des centaines de mouvements possibles chez Pestalozzi. Mais c'est pas aussi net. Alors, la véritable invention, à mon avis, c'est celle du début du 19e. Je disais Clias, Amoros et quelques autres, qui décomposent et recompose. Et l'idée, bien sûr, c'est de dire, d'abord, on invente une gymnastique qui est faite de mouvements décomposés, et ensuite, on propose des mouvements plus complexes, qui sont évidemment les sauts, la course, le travail sur les agrès, etc. Voilà la grande invention du 19e. À cela s'ajoute une autre invention qui est tout aussi importante et qui va conduire au privilège donné à d'autres types de mouvements. Qu'est-ce que c'est que cette autre invention? Elle est très simple. C'est le fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, quelqu'un comme Lavoisier constate, par des calculs fabuleusement précis et des expériences imparables, constate que le poumon fonctionne avec de l'oxygène et que le corps est un brûleur. C'est-à-dire que finalement, le travail renvoie à une manière de brûler de l'oxygène. Et plus vous travaillez, plus vous brûlez l'oxygène, plus vous renvoyez du gaz carbonique. Immédiatement, l'idée surgit, la suivante, il faut déployer le poumon pour faciliter l'efficacité du corps. Vous voyez, là, on a une idée différente, c'est rendre le corps efficace. C'est pas simplement rendre le corps
suffisamment esthétique, c'est rendre le corps véritablement opérationnel, c'est une idée de travail. Et cette idée va favoriser bien entendu le redressement. Vous voyez, sous une autre forme. On trouve le redressement à partir de l'intérêt porté au poumon. Mais continuons le raisonnement. Ça traverse l'ensemble du 19e. Et c'est une idée que je trouve personnellement tout à fait passionnante. Continuons le raisonnement. Le poumon, il se déploie pas seulement parce que vous faites un travail localisé sur la poitrine, il se déploie aussi parce que vous faites un travail généralisé sur l'effort. La course peut déployer le poumon, dans la mesure où elle entraîne la nécessité de consommer de plus en plus d'oxygène. Et en consommant de plus en plus d'oxygène, vous avez cette image nouvelle, qui est absolument magnifique à mes yeux, qui se trouve dans le livre de Lagrange, Physiologie des mouvements, Physiologie de l'exercice, à la fin du 19e siècle. Cette idée nouvelle, c'est par la nécessité de déployer l'intérieur, vous transformez l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, la poitrine va se déployer parce que l'exigence de l'effort est accrue. Voilà. Ça, c'est la grande nouveauté, à mon avis, du 19e, qui est donc double. Premièrement, on fait un exercice analytique. Deuxièmement, on peut toujours recourir aux exercices globaux, mais à condition qu'ils représentent un type d'effort qui, par là même, va transformer l'apparence. Et là, vous avez des expériences qui sont complètement nouvelles et qui sont passionnantes. Quelles sont ces expériences? On prend un élève qui n'a pas encore couru. On mesure son tour de poitrine, X. On le fait courir pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'on trouve comme tour de poitrine? X+. Et ça, c'est une démonstration magnifique. Donc ça renvoie, en quelque sorte, à un travail sur la représentation extérieure qui dépend d'un travail sur la représentation intérieure. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer, à mon avis, le 19e. Quelle est la grande invention, et j'en terminerai là-dessus, avant de m'interroger sur d'autres types de questions, quelle est la grande invention du 20e? Je pense que c'est l'invention psychologique, personnellement. Autrement dit, on n'abandonne évidemment pas, moi-même je les ai subis, on n'abandonne absolument pas les exercices analytiques, le travail minutieux, précis, qui est d'ailleurs totalement rébarbatif. On ne l'abandonne pas, mais on se pose davantage de questions portant sur quelle est la conscience que vous avez de votre propre position? Comment pouvez-vous retrouver une position? Donc il y a des exercices très simples, on met les jambes, par exemple, contre un mur, comment vous ressentez le fait que telle partie de votre dos a un contact ou pas avec le mur, comment vous-même vous pouvez éprouver votre souffle. Donc là, on entre dans quelque chose qui est extrêmement fort, qui est à mon avis totalement nouveau et qui est des réflexions et des pratiques un peu interminables, et qui sont éprouvez-vous. Et donc l'idée, si je m'en tiens, j'en termine sur la représentation du corps, si je m'en tiens à la question du pouvoir, bon, mon idée c'était, vous voyez, ai-je raison, ai-je tort? Je pense que c'était un peu facile comme raisonnement. Mais si je m'en tiens à la question du pouvoir, mon idée est la suivante, le pouvoir exercé dans les périodes anciennes, c'est la main sur l'enfant. Progressivement, cette main prend de la distance et vient se substituer à elle des machines. Les machines se complexifient au 19e, parce qu'à ce moment-là, avec la machine, vous pouvez faire des mouvements relativement localisés, etc. Mais c'est plus vraiment la machine, c'est plutôt votre mouvement, c'est votre corps lui-même qui se transforme quasiment en mécanique. Et donc, le pouvoir, c'est le fait de demander un exercice à l'élève, en le surveillant, et en voyant quels sont les exercices qui sont transgressifs par rapport à ce que vous avez demandé. Alors là, l'idée de Foucault est assez remarquable parce que ça suppose évidemment que vous placiez les enfants, vous voyez, c'est les histoires de l'optique, quoi. Vous placez les enfants de manière tout à fait symétrique et le mouvement qui sort, qui est transgressif, on le voit par rapport aux élèves qui, eux, sont dans la norme. Bon. Et puis le pouvoir, dernier point, c'est vous intérioriser, c'est venir à l'intérieur de l'autre et c'est lui demander de se ressentir en lui suggérant finalement ce qu'il a à ressentir. Bon, c'était ça le parcours du pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, je ne dirais plus les choses comme ça parce que je pense qu'il y a une double opération qui se produit dans le phénomène pédagogique et dans le phénomène qui porte sur le corps. D'ailleurs, c'était un peu en germe dans un chapitre du corps redressé lorsque je m'interrogeais sur le problème de libérer. Je pense qu'il y a un phénomène double, c'est-à-dire qu'à la fois vous demandez à l'élève en exerçant sur lui quelque chose qui est dans de la norme, mais en même temps vous attendez de l'élève qu'il fasse quelque chose. Et dans la manière dont il fait, je ne veux pas tomber dans le schématisme du fameux problème de l'esclave qui prend le pouvoir, magnifiquement montré par Hegel, mais c'est vrai que
ce que vous demandez à l'élève, en lui demandant d'agir, vous lui demandez aussi de prendre quelque chose qui est de l'ordre de sa propre initiative et de son propre pouvoir. Et là, du coup, c'est relativement ambigu. Et je ne cache pas qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à penser que le grand processus que l'on voit en travaillant sur l'histoire de la pédagogie du corps, des représentations du corps, etc., le grand processus que l'on voit, c'est insensiblement, dans la société occidentale, le fait de prendre réellement ou illusoirement quelque chose qui est dans de l'autonomie. Si j'en viens à la question sur le problème de la longue durée, si j'en viens à cette question-là, je ne cache pas que personnellement, j'ai un certain parti pris qui n'est pas forcément celui qui domine dans disons, je ne sais pas, l'historiographie contemporaine, même si c'est quand même plus compliqué. J'ai un parti pris, c'est-à-dire que moi j'ai le sentiment que lorsqu'on travaille sur certains objets, le fait de les étudier dans la longue durée, c'est une possibilité d'être très attentif à ce qui, moi, me paraît très important et qui est d'ordre de la rupture. De ce point de vue, j'avoue que j'avais été très très influencé par Bachelard. Lorsque le Bachelard dit il y a une rupture épistémologique qui nous fait passer d'un type d'univers à un autre, et qu'entre les deux, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la cassure. Quand on passe du monde de Ptolémée au monde de Copernic, on n'est plus du tout dans le même univers. Et je pense qu'au niveau de la culture, il se produit des choses comme ça. Et j'ai le sentiment, vous voyez, quand on passe de ce corps complètement imbibé à un corps qui est ensuite totalement soumis au système des circuits et au système, appelons-le électrique, on a changé d'univers. Et donc, du coup, on change de pratique et on change en même temps de représentation quant à l'attente de l'extériorité. Donc, je ne vais pas me répéter. Mais il me semble bien que la longue durée est en mesure de mettre en scène ce genre de choses. Alors, reste que je n'ai pas du tout le sentiment que faire de l'histoire doit se limiter à faire la longue durée. Je ne pense pas du tout. Il s'agit de dire que la longue durée nous apporte parfois plus d'indications qu'on ne le croit, nous amène à réfléchir sur la dynamique historique de façon plus intéressante, plus enrichissante qu'on ne le croit. C'est ça, personnellement, que j'ai tendance à soutenir. C'est ce que j'essaie de faire un peu dans mes livres, mais une fois encore, ce n'est pas du tout pour moi la seule manière de faire de l'histoire.